Bonjour à tous, bonne année 2024 à tout le monde et on va la commencer avec mon top et mon flop des films de l'année 2023. Alors avant de commencer, je tiens à préciser, comme d'habitude, ce que je dis est purement subjectif. C'est-à-dire que dans mon top, il est possible que je place un film qui soit objectivement moins bien qu'un autre film au-dessus de ce dernier. Enfin bon, bref. Et pareil pour les flops. Mais, mais voilà, enfin, même si je pense que pratiquement tous les films que je mets dans les flops et les tops sont objectivement bons ou problématiques. Mais encore une fois, c'est entièrement mon avis et donc gardez bien ça à l'esprit et n'hésitez pas à me faire votre propre liste dans les commentaires. Alors, avant de commencer, bah aussi, cette année, bah, ça a été, je trouve, une très bonne année pour le cinéma, notamment français. On a sorti des daubes, mais on a sorti d'excellents films. Et j'ai eu de très bonnes surprises cette année. J'ai aussi eu de grosses déceptions. Et écoutez, on va commencer par le plus désagréable, on va commencer par les flops. Et ça va être un top 7 pour montrer que, heureusement, il n'y a pas eu tant de mauvais films que ça cette année. Mais avant, je vais vous parler de. Je vais vous faire la liste des films que j'ai pas vus, puis des films que. Je vais vous faire la liste des films que j'ai pas vus. Et comme ça, vous vous direz, mais pourquoi je les ai pas mis? Bah, parce que je les ai pas regardés. Et par contre, j'ai pas fait un tri, donc les films que j'ai pas vus, c'est des films sont aussi bien considérés comme des bons que comme des mauvais films. Donc c'est vraiment une liste non exhaustive. Donc avant de commencer, les films que je n'ai pas vus cette année, je n'ai pas vu Wonka parce que je suis pas un fan de Charlie et la chocolaterie ni de l'univers de Roald Dahl en général. Il paraît que c'est très bien, c'est un bon film familial. Bah tant mieux, mais voilà, vraiment ça me disait pas du tout. Je n'ai pas vu Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 parce que je n'ai vu aucun Mission Impossible. Il paraît que c'est très bien, je vous crois. Je n'ai pas vu Hunger Games, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Pareil, parce que j'ai ni regardé ni lu Hunger Games. Faudra que j'essaie un jour. En plus, ça a l'air vraiment cool. Mais voilà, je sais que c'est un préquel, mais même dans un préquel, on te met des éléments, où t'es genre ah j'ai compris la référence, donc non. J'ai pas vu Les Petites Victoires. C'est un film dont on n'avait pas trop entendu parler, avec en gros Michel Blanc qui joue un analphabète dans un petit village. Et apparemment c'est très bien. Tant mieux. Moi je l'ai pas regardé parce que ça me disait vraiment pas. Mais il paraît que c'est très bien, donc vraiment tant mieux. Surtout pour un film français. Je n'ai pas vu Anatomie d'une chute parce que les histoires d'enquête familiale, franchement, la bande-annonce me donnait pas du tout envie. Je pense que c'est surtout un truc glauquissime et plus déprimant qu'autre chose. S'il est excellent, tant mieux, mais vraiment, bof. Je pense même que je le regarderai jamais. Mais tant mieux si c'est un très bon film. Je n'ai pas vu John Wick chapitre 4, toujours parce que j'ai vu aucun John Wick. Je n'ai pas vu The Marvels, ça c'est indépendant de ma volonté parce que il n'est pas resté suffisamment longtemps au cinéma. Et bah le premier Captain Marvel, il était pas si mauvais. Il était pas si mauvais qu'on le disait, il était sympa et il essayait des trucs, mais c'est vrai que c'était clairement pas un chef-d'œuvre et il avait des défauts. Et celui-là, oui, c'est vrai que lui non plus, il m'inspirait pas grand-chose. Mais voilà, je pense qu'il doit être sympa. Pas pourri, mais sympa. Mais on verra. Peut-être que je le regarderai, mais voilà. J'ai pas vu Shazam 2, La Rage des Dieux. Ça, je le regrette un peu parce que j'avais beaucoup aimé le premier Shazam. Et l'aventurier masqué, lui, l'a vu. Et si je me souviens bien, il m'a dit que la première partie c'était génial et que la deuxième partie ça partait en couille. Je crois que c'est ça. Et, euh,
Et c'est probable parce que maintenant il y a beaucoup de films de super-héros comme ça qui ont un très bon départ. Et puis en cours de route, on sait pas, ça va dans tous les sens. En plus, ça aurait pu être sympa, donc j'aimerais le regarder un de ces quatre. Et je pense pas que ce soit de la merde. Je pense juste que voilà, c'est quand même un film qui est maudit parce que il sort alors que quand le DCU commence à disparaître, donc forcément. Et je n'ai pas vu Napoléon. Alors, j'ai des arguments très simples. On me dit un film sur Napoléon. Ok, pourquoi pas. Fait par des Américains. Des Américains qui donnent des cours d'histoire. Il y a Joaquin Phoenix dedans qui joue Napoléon. Ah. Ah oui. Ouais. Ah bah oui, oui, franchement. Et là, à mon oreille, on me chuchote. Réalisé par Ridley Scott. Non. Non, merci. Le mec qui a rendu Robin des Bois chiant et qui. Le mec qui a rendu Robin des Bois chiant, non merci. Et niveau neutralité historique, je vous rappelle que c'est toujours dans Robin des Bois qui nous montre Philippe Auguste, un des plus grands rois de France, se blesser en ouvrant une huître et jurer en français, évidemment avec l'accent américain bien dégueulasse, donc juste non merci. Donc voilà, je crois que on a fini avec les films autant qui auraient pu autant être dans le top que dans les flops que j'ai pas vus. Et maintenant donc on va commencer par les flops. C'est parti. Numéro 7. Alors celui-là, je vous l'ai dit et je vous le répète, mais vraiment écoutez bien, c'est mon avis. Numéro 7. Killers of the Flower Moon. Certains d'entre vous vous dites, je connais pas. C'est un film réalisé par Martin Scorsese. Baisse ton revolver. Tu le baisses. Ça suffit. Donc, oui, je me suis fait chier devant un Martin Scorsese. Alors, je sais que dit comme ça, je vais perdre toute ma crédibilité, mais il faut dire les choses. Je me suis vraiment ennuyé. J'étais allé voir le film justement avec l'aventurier masqué, avec un bon état d'esprit. Je me suis dit une histoire de Leonardo DiCaprio et Robert De Niro qui arnaquent les Indiens. Oui, pourquoi pas. Je vois pas vraiment en quoi ils pourront faire tenir ça en 3 heures, mais après tout, ils ont bien fait tenir le Loup de Wall Street en 3 heures sans que ça paraisse long, donc oui. Et c'est j'ai même pas à dire du mal de ce film, c'est juste que j'en ai vraiment rien ressenti. Leonardo DiCaprio, qui est un grand acteur, à aucun moment sa performance ne m'a marqué. Et pourtant, c'est pas comme si Martin Scorsese était un frein à son talent, hein. Le Loup de Wall Street, le Loup de Wall Street, il était déchaîné. C'était chaque scène, il était en feu. Là, alors oui, son personnage est pas un hystérique comme Jordan Belfort, mais même mais moi, le premier film avec Leonardo DiCaprio que j'avais vu, c'était Inception, et son personnage était très calme, mais ça m'avait déjà suffi pour voir à quel point c'était un grand acteur. Donc, il n'a pas besoin de jouer un personnage déchaîné pour lui-même ressentir énormément d'énergie, mais oui, son personnage. Je ressentais rien pour lui, je m'attachais pas, je voyais pas en quoi il tombait dans la corruption, voilà. Euh, Robert De Niro, le truc, euh, le truc du mentor qui apprend aux jeunes mecs intègres à tomber dans la criminalité, mais j'ai rien ressenti, à aucun moment je l'ai senti soit comme l'oncle sympa ou comme un connard. Et je sais que c'est commun aux films d'auteur, mais je suis désolé, mais il y a beaucoup trop de personnages. D'autant plus que c'est des personnages, on te les introduit 5 secondes et une demi-heure plus tard, on t'en reparle et c'est censé te faire un choc. Vraiment, aucun personnage me dit quoi que ce soit. Le seul personnage que je trouvais bien, c'était la femme indienne de Leonardo DiCaprio. L'actrice honnêtement, elle a vraiment du talent et j'arrivais vraiment à m'attacher à ce personnage. C'était le seul où je trouvais c'était un peu une nuance intéressante, même si finalement ça menait à rien de se marier à un blanc en pleine période
de la conquête de l'Ouest, enfin non, même pas, ça devait être bien après la conquête de l'Ouest, vu la modernité du truc. Mais et je sais aussi qu'un film d'auteur doit durer au moins 3 heures pour que des snobs le qualifient de regardable. Mais là, franchement, c'était pas nécessaire. Franchement, c'était pas nécessaire. C'était, je ne rigole pas, ils auraient enlevé 1 heure, ça n'aurait rien changé. C'est vraiment, t'as des moments où c'est juste, t'as l'impression que le film est en pause, t'as l'impression que c'est une émission de télé-réalité où tu suis les moments les plus chiants de la vie des personnages. Et c'est même pas les moments simples où en gros, voilà, tu vois que ce sont des gens comme des autres avec leurs problèmes du quotidien. Non, non pour les rendre plus humains, non. C'est juste chiant. Il n'y a aucune scène qui m'a choqué, il n'y a aucun twist qui m'a retourné le cerveau. Je fais jamais ça au cinéma, mais je regardais ma montre. Dès la première demi-heure, j'en avais marre. J'ai dû tenir 3 heures. Pendant 3 heures, j'avais envie de sortir de la salle, ce qui ne m'arrivait jamais tellement je m'ennuyais. Et l'aventurier masqué, bon, je pense que, bon, je sais pas, il m'avait dit que lui aussi, il s'était un peu ennuyé, mais je pense, je sais pas, il pourra donner son avis. Euh, alors, donc la question qui est intéressante, c'est est-ce que Martin Scorsese s'est vraiment laissé aller et a fait un film moyen, ou est-ce que j'ai pas compris le génie et la subtilité de ce film? Je sais pas. C'est possible qu'en fait le film soit excellent, que dans quelques années je le revoie et je me dise ah mais en fait j'avais pas vu ça mais en fait c'est génial. Mais pour le moment, peut-être que c'est un chef-d'œuvre et les gens qui ont kiffé, bah franchement tant mieux pour vous. Vous avez de la chance d'avoir pu passer 3 heures à rêver et pas à vouloir sortir. Mais vraiment, j'en ai rien ressenti. J'en ai rien ressenti. Après, je vais rien reprocher à Martin Scorsese parce que bon, il a 80 ans, il devient âgé et après tout ce qu'il nous a sorti, il mérite de faire des films juste pour le kiff. Donc, si au moins il a pris du plaisir à faire le film, c'est l'essentiel. Voilà. Numéro 6, The Flash. Alors, quand je suis allée voir le film, honnêtement, j'ai bien aimé. Au début, vraiment, ce film ne me disait rien parce que j'ai envie de dire pourquoi vous faites un film sur le Flash de Ezra Miller après Justice League. Genre, vous savez que les Avengers, ils ont pris le temps de nous présenter leurs super-héros avant de les rassembler. Ils n'ont pas rassemblé les super-héros, puis les ont présentés. Donc rien que le concept me laissait dubitatif, surtout que Barry Miller, que ce soit dans Justice League ou dans Zack Snyder's Justice League, je me suis pas attaché du tout. Et en plus, c'est sûr que le film avait déjà des problèmes moraux, parce que d'un côté, c'est une façon de mettre fin au DCEU, et ça, je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage que James Gunn ait pris cette décision, parce que pour moi, c'est pas l'attitude à adopter. Quand son univers est problématique, il faut pas tout redécouper et tout recoller, parce que ça crée un univers encore plus bordélique. Il faut assumer avec ce qu'on a et s'arranger pour le faire progresser. Birds of Prey, par exemple, ça a gardé la Harley Quinn de Suicide Squad, qui est un des films les plus catastrophiques du DCU, et c'est parvenu à en faire un film très sympa. C'est juste, il faut, euh, il faut assumer, apprendre de ses erreurs, mais pas tout supprimer, parce que du coup, les personnages auxquels les gens sont potentiellement attachés, on leur apprend qu'ils n'existent pas, même si bon, dès le départ, le DCU était complètement bordélique entre les affaires avec Zack Snyder et Joss Whedon, Ben Affleck dont tout le monde se foutait de sa gueule juste pour le Why did you say that name, alors qu'il jouait très bien, ça a été un bordel sans nom. Et aussi, c'est vrai que moralement, en plus de ça, le film est très problématique, non seulement par son utilisation d'intelligence artificielle,
bah déjà ça enlève des emplois, c'est pour ça que la grève à Hollywood a lieu. D'ailleurs assez super cette grève. Je sais pas vraiment si elle est arrêtée, mais même si elle est arrêtée, c'est très bien de la part des équipes de s'être alliés, de s'être alliés pour mettre fin à toutes les injustices qu'ils subissent. Et c'est très bien aussi aux acteurs. Et c'est très bien aussi aux acteurs qui, alors que la situation les arrange, vu que ça ne les empêche pas de gagner plein d'argent, c'est très bien pour les acteurs célèbres de s'être joints au mouvement et donc utiliser l'intelligence artificielle pour en plus montrer des acteurs morts. Alors je vais pas spoiler au cas où, mais donc oui, on voit des personnages dont les acteurs sont morts et à ce qu'on en sait, on n'a pas du tout demandé l'autorisation. En plus, ce qui est ironique, c'est que la séquence filmée avec des intelligences artificielles, bah comme par hasard, c'est la séquence la plus moche de tout le film. Comme quoi, la création artistique humaine, c'est beaucoup mieux que la création artistique technologique. Enfin, en même temps, ça, je devrais pas avoir besoin de l'expliquer. Et évidemment, le fait que à l'affiche de ce film, on ait Ezra Miller qui a commis énormément de saloperies et qui, à l'heure qu'il est, bah, devrait être en tôle, en fait, tout simplement. Tout simplement. Et, euh, donc voilà, c'est très problématique. Mais à part ça, je dois reconnaître que j'ai bien aimé le film. En fait, le truc, c'est que vu à quel point c'était un bordel de production, à quel point rien n'allait dans sa construction, il pouvait pas être vraiment réussi. Il pouvait pas, il était voué à l'échec. Mais je vois que au moins le réalisateur, au moins il a fait ce qu'il a pu, il a quand même essayé de nous donner une histoire et de faire des personnages intéressants. Et ça marchait par moments. Le dilemme de Barry qui veut ressusciter sa mère, bon, bah ça c'est pas la première fois que je le vois vu que la série Flash, meilleure série de super-héros soit dit en passant, euh, mais c'était quand même bien exploité avec ce film et c'était logique. Et comme dans Justice League et la Snyder Cut, le Barry n'évolue jamais, c'est-à-dire dans Justice League il évolue pas du tout, et dans la Snyder Cut c'est juste il a un boulot, ok. Bah du coup c'était cohérent de lui donner toujours le dilemme de ressusciter sa mère. En plus la conversation qu'il a avec le Bruce Affleck à propos de ça, je la trouve vraiment géniale et très intéressante. Donc voilà, vraiment, on voit qu'il a essayé des trucs. Pareil pour Supergirl. Il a fait des choses. Il a pas choisi la facilité. Et bon, là, je vais spoiler, donc euh, bah, je connais pas le timecode, donc bon bah désolé. Enfin bon, écoutez, bon bah bouchez-vous les oreilles, hein. Donc au cas où si vous voulez pas savoir, mais bon, les bandes annonces, enfin non, de toute façon les bandes annonces le spoil, donc ça sert à rien. Bah justement, on revoit Bruce Keaton et en soi pourquoi pas parce que c'est important de redonner du crédit au premier Batman visuel qui était un Batman réussi. Euh, mais le problème, c'est que dans toutes les scènes d'action, tu sais que c'est pas, tu sais très bien rien que même la façon dont il combat, c'est pas un Bruce Keaton, c'est un Bruce Affleck. En plus, déjà dans ces films, le Bruce Keaton avait une façon de se battre un petit peu, je dirais pas calme, mais beaucoup plus coordonné, il restait beaucoup plus fixe, là où le Bruce Affleck il va dans tous les sens. Et en plus, Bruce Keaton à ce moment-là est censé être vieux, donc c'est encore moins crédible qu'il fasse plein de prises de karaté et qu'il saute dans tous les sens, et aussi qu'il ait autant de gadgets, alors que le charme de Bruce Keaton, c'était justement que ces gadgets étaient limités, mais très stylés. La Batmobile de Bruce Affleck est ma Batmobile préférée, par exemple. Non, de Bruce Keaton, pardon. Et évidemment, le film a énormément de problèmes de scénario. Il va un petit peu dans tous les sens. Mais encore une fois, je suis désolé, il ne pouvait pas faire mieux. C'est pour ça que je suis indulgent avec ce film.
c'est parce que au stade où il était, c'est parce qu'au stade où il était, c'était juste impossible de réussir à faire un bon truc. C'était comme le Justice League de Joss Whedon. On peut dire tout le mal qu'on veut sur ce film parce que oui, c'était de la merde, mais vu à quel point sa production était catastrophique et qu'en plus il doit durer que 2 heures alors que c'est un film Avengers après juste 3 films pour nous présenter les Avengers en question, forcément c'était voué à l'échec. Donc, donc voilà, moi personnellement, j'ai bien aimé, j'ai pas détesté, j'ai bien aimé, mais je suis obligé de le mettre dans le flop parce que même si je veux montrer indulgent, oui, il faut savoir que c'est un échec. Et pour ce qui représente planquer toutes les saloperies d'Ezra Miller et détruire le DCU, oui, oui, moralement, il faut que je le mette. Alors, avant de continuer, juste une petite parenthèse. Je viens de me rappeler qu'il y avait un film qui doit être dans le flop, mais que j'avais oublié. Donc, en fait, c'est pas un flop 7, c'est un flop 8. Donc, Killer of the Flower Moon, c'est le numéro 8, et The Flash, c'est le numéro 7. Quant au numéro 6, eh bien, c'est Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors donc en gros c'est un employé de la SNCF, c'est un employé de la SNCF qui fait son dernier voyage en TGV avant d'être muté à un endroit plus agréable et le voyage part en couille. Alors quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit bon évidemment je vais pas tomber sur un chef-d'œuvre, mais en soi ça a l'air d'être un film sympa où on rigole, où on passe un bon moment. Allez, et je dois avouer, les premières minutes du film, ça marchait, notamment le début qui partait dans un délire de massacre à la tronçonneuse totalement what the fuck. Ça me faisait rire parce que c'était complètement con, mais ça assumait son délire. Donc je riais. C'était sympa. Puis le film est peu à peu devenu de pire en pire, notamment avec les passagers. Alors, ils sont tous plus chiants les uns que les autres, mais je vais en citer deux catégories très intéressantes. C'est à un moment, ils se mettent à stresser parce qu'ils ont peur qu'il y ait un attentat qui se prépare dans l'avion. Et là, en gros, et là, donc, quand ils contrôlent du coup les tickets, ils voient un arabe qui fuit et qui va se cacher. Donc, ils commencent à se dire peut-être que c'est lui le terroriste. Alors, avec ce départ de blague, soit t'es comme South Park, t'as des couilles et tu vas jusqu'au bout, même si ça risque que des fanatiques te menacent de mort, soit t'es un humour soit t'es un humour normal et t'as jamais les couilles d'aller jusqu'au bout. Et donc la chute c'est quoi? C'est que l'arabe, il n'a pas de bombe. Mais par contre, Mais en fait, son explication, c'est que il est monté illégalement dans le train, donc voilà. Et pourquoi? Pour rejoindre sa femme, d'accord? Sa femme qu'il avait abandonnée depuis des années. Pourquoi il va la rejoindre? Pour sa fille. Mais pas pour son bébé, pour sa fille enfin, je sais même plus si c'est son fille ou son fils, j'en sais rien. Pour son enfant qui a grandi. Et là, il y a tout le monde qui fait, non mais vous en faites pas, c'est un mec gentil. Non, non, qu'ils soient entrés illégalement dans le train, bah rien que ça, surtout pour la SNCF, ça devrait lui faire chauffer le cul. Mais en plus, donc c'est pas un gars gentil, c'est un connard. Je veux dire, il a abandonné sa femme justement quand il avait un bébé, mais comme il voit que la situation se stabilise, bah maintenant il revient pour refaire le père modèle. Mais genre, mais ce qui m'exaspère, c'est que vraiment, je sens que le truc, euh, ils avaient un personnage arabe, mais ils pouvaient pas se permettre d'en faire un méchant, donc ils en font un gentil, même si c'est clairement une enflure. C'est genre, quoi? Et les deuxièmes, c'est des écolos qui ont enlevé des singes d'un zoo pour les relâcher dans la nature. Bon,
Alors, on va essayer d'oublier totalement l'illégalité du truc. On va oublier le danger que ça représente parce qu'évidemment ces cons ils n'ont aucune expérience donc ils ne maîtrisent pas du tout les singes et en plus un singe quand c'est agressif ça peut devenir vraiment dangereux. Donc ils mettent la vie de tous les passagers en danger ces connards et et en plus ces cons ils veulent les relâcher dans une forêt. Des singes qui ont été élevés en captivité. Donc bon, donc visiblement, ils vont mettre les singes dans la forêt, et du coup, il y aura deux options. Soit les singes vont mourir de faim, ou se faire bouffer parce que justement, ils n'ont aucune expérience de la vie sauvage. Soit ils vont se nourrir, mais ils vont causer d'énormes dégâts et emmerder tous les habitants autour. Bravo les connards. Et le pire, c'est que genre, t'as l'inspectrice, qui est en gros l'inspectrice connasse, qui les engueule en leur disant vous avez pour modèle Greta Thunberg mais vous croyez que c'est un modèle elle parce que bon elle se prétend écolo mais ces messages écolo elle les fait depuis son téléphone qui pollue énormément et moi j'étais mais oui mais c'est vrai c'est l'hypocrisie de certains écolos aujourd'hui. Les écolos qui en soi n'aiment pas du tout la nature, parce que on l'oublie, mais être écolo c'est censé aimer la nature et les animaux, mais eux c'est non, ils restent enfermés dans leur société de consommation et leur technologie hyper polluante, mais ils font quand même la leçon juste parce qu'il y a un thème sur lequel ils peuvent se permettre de gueuler. Encore une fois, ces personnes-là ne sont pas vraiment des écolos, ce sont juste des hystériques qui se servent d'une cause très noble pour ensuite déferler toute leur haine. Et moi j'étais, bah oui, c'est totalement ça. Mais c'est une inspectrice connasse, donc évidemment, elle dit de la merde. Et du coup, bah en fait, les écolos avaient totalement raison. On remet même pas en question le fait que, genre, ils aient mis la vie de passagers en danger. Voilà, et puis le reste du film, ça devient n'importe quoi, ça se transforme en truc à la mission impossible avec toute l'armée qui se regroupe juste pour arrêter un putain de train. Alors, je sais que le gouvernement ne fout absolument rien de ces journées, mais quand même, au point de mobiliser toute l'armée pour arrêter un putain de train, le pire c'est que à la tête de cette armée, de cette intervention, t'as une hystérique qui en gros est, je sais pas, une sorte de militaire enragé, je sais pas, on nous a pas du tout introduit ce personnage, mais faut savoir que c'est juste une folle absolue. D'accord, donc voilà, c'est juste du gâchis. Ça aurait pu être un film sympa et vraiment drôle. Le pire, c'est qu'il y a des passages qui sont drôles, mais c'est nul et c'est choix de mal tout. Le pire, c'est que dans ce film, il y a Jenny du Monde à l'envers qui joue vraiment bien et qui a un bon potentiel d'actrice en plus, vu tous les rôles qu'elle peut jouer. Dans ce film, elle joue l'homosexuel, l'homosexuel du groupe, et c'est littéralement tout, hein. C'est genre, elle roule une pelle à une meuf, ça sort totalement de nulle part, et c'est tout ce qu'elle fait pendant le film. Yes! Numéro 6, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Alors, celui-là, j'ai même pu aller le voir, et c'était pas indispensable. Alors, les deux premiers Ant-Man, c'était évidemment pas du tout les meilleurs films du MCU, mais ils étaient très agréables à regarder parce qu'il y avait une créativité sur la mise en scène, on exploitait bien dans les scènes d'action la capacité de Ant-Man à être petit ou géant. Voilà, c'était au moins très agréable à regarder. C'était kiffant de voir à quel point ils arrivaient justement à faire que le truc le plus insignifiant devenait une péripétie pour le héros. C'était sympa. Et, et donc ce film, il avait pour mission de nous introduire le nouveau Thanos du MCU. Donc, dans un film Ant-Man. D'accord.
alors, en fait, je pense que je vais avant tout parler de Kang parce que rien qu'à lui, il montre vraiment le problème de ce film. Donc, alors, j'ai pas vu Loki, donc c'est possible que je n'ai pas compris certaines choses par rapport à ce personnage, mais voilà, même l'aventurier masqué m'a expliqué que dans ce film, il est complètement claqué. Alors, sa motivation, c'est en gros, il veut détruire le multivers pour empêcher d'autres versions de lui-même de le faire avant lui. Mais ça a aucun putain de sens. Et là, on n'a même pas l'excuse. Et là, on n'a même pas l'excuse de il est fou, évidemment qu'il a pas et qu'il prend pas que ses suppositions sont pas rationnelles. Non, là, c'est juste de la branlette intellectuelle. On te balance la motivation la plus claquée au monde. On te fait n'importe quoi. Et en gros, pour pas avoir à assumer que c'est juste un connard qui veut conquérir l'univers, on te balance que c'est une histoire très complexe de multivers, de tuer des versions pour empêcher une catastrophe. C'est juste, sa motivation me fait rire tellement elle n'a aucun putain de sens. C'est vraiment juste de la branlette intellectuelle. Te donner une motivation qui ne veut absolument rien dire, juste pour cacher qu'ils peuvent pas lui en donner une. Et c'est ça aussi le pire, c'est qu'ils veulent le forcer à devenir un Thanos, c'est-à-dire un méchant complexe qui n'est pas le mal incarné. Mais dans ce film, c'est complètement catastrophique parce que t'as des moments où genre Kang est vraiment juste un psychopathe, on montre vraiment à quel point c'est un despote qui manipule et voilà, il est genre sadique. Il a genre le sadisme d'un personnage de Naruto, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que c'est un psychopathe pur et dur. Et, euh, et puis sans transition, on est censé avoir pitié pour lui. On comprend en fait à quel point son plan est beaucoup plus complexe que ça. Et en plus, Jonathan Majors, bon bah déjà on va pas le revoir dans le MCU, donc déjà c'est foutu. Mais même, j'ai envie de dire, mais ce qui surjoue, c'est insupportable. Et dans toutes les scènes où il est en mode, je suis pas si méchant que ça, je suis petit méchant que ça, c'est genre, tu sens vraiment, t'as vraiment l'impression que c'est une marionnette qui est censée te crier des répliques d'animés assis sur un tabouret avec du persil dans la gueule. C'est euh, c'est toutes les scènes où il fait sa drama queen, c'est ridicule. Et le pire, c'est que les scènes où c'est juste un psychopathe qui fait du mal et qui veut juste conquérir le multivers, là ça marche, là il se débrouille bien, il arrive vraiment à être impressionnant. Et c'est là que, bah oui, je veux dire, pourquoi vous en avez pas juste fait tout simplement un psychopathe qui veut juste conquérir le multivers? Vous savez les gens, ça existe les méchants qui sont cool sans être extrêmement complexes. Regardez les méchants Disney. Thanos est super cool en étant complexe, oui, mais voilà, il faut varier le truc. Il faut varier le truc. Vous nous avez offert un grand méchant complexe, cool. Maintenant, offrez-nous un grand méchant méchant. C'est aussi simple, c'est aussi simple que ça. Ou alors prenez votre temps. C'est que l'introduction de Kang dans le MCU a été vraiment forcée. Thanos, on l'avait vu faire un caméo dans 3 films du MCU avant qu'il intervienne vraiment, et c'était des caméos tout simples. Mais voilà, on comprenait à peu près que c'était une menace qui se préparait. Et d'après ces caméos, on voit que au départ, ils avaient prévu de s'en tenir aux comics et d'en faire juste un psychopathe. Alors, ce qu'ils en ont fait finalement est une très bonne chose, parce que équilibrer l'univers, c'est sûr que c'est quand même beaucoup plus intelligent que vouloir séduire la mort. Mais Kang, si vous vouliez le rendre complexe, et ben alors vous aviez qu'à prendre votre temps avant de l'introduire. On commence à savoir que c'était une menace et qu'après on apprenne un peu mieux à le connaître.
Parce que là, on est censé le remettre en question, alors qu'on est en train de le découvrir. Enfin, ça a aucun sens. En plus, la façon dont il se fait battre, il se fait, il se fait battre au corps à corps par Ant-Man. L'Avenger le moins fort physiquement sans ses pouvoirs. Je ne déconne même pas. Au corps à corps. Hope intervient, mais c'est juste, elle vole et elle lui donne un coup. C'est... Waouh! C'est comme si Avengers Infinity War avait commencé avec Hulk qui pétait la gueule de Thanos. Non, non, même pas Hulk. C'est comme si Avengers Infinity War c'est comme si Avengers Infinity War avait commencé avec Rhodey qui défonçait la gueule de Thanos. Ça aurait été tout aussi risible. D'accord. Mais rassurez-vous, Kang n'a pas disparu. On a une armée de Kang. Alors moi, j'ai juste une question. Si t'as besoin que ton méchant, si t'as besoin que ton méchant ait une armée de lui-même fois 1 million, c'est qu'il est pourri. Vraiment. Et voilà, rien que Kang, ça m'a suffi. Mais vraiment, tous les personnages sont problématiques. Scott, au début du film, ils essayaient d'en faire un truc, hein. Le truc en gros, il se reposait totalement sur ses lauriers après ce qu'il avait fait dans Avengers Endgame et il déformait même un peu ce qui s'était passé pour pouvoir mieux se mettre en avant, au point de arrêter un peu de vouloir sauver les gens. Et en vrai, c'est vrai parce que honnêtement, Scott, même si en fin de compte c'est un héros, a jamais été vraiment intéressé par le bien commun. Dans le premier Ant-Man ce qu'il faisait, c'était pour pouvoir voir sa fille. Dans le deuxième c'était pour aider Hope, mais c'était presque jamais pour sauver la Terre et des innocents dans la globalité. Donc ça, c'était intéressant. Le problème, c'est qu'il n'évolue pas de tout le film. Et le pire, c'est que à la fin, il a genre un questionnement. Mais attends, mais si ça se trouve, en fait, j'ai condamné notre univers. Et le pire, c'est que moi, à ce moment-là, je m'étais vraiment mis à flipper. Je commençais à faire, oh putain, mais c'est vrai, mais c'est vrai. Il a condamné, oh merde, 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 Scott, qu'est-ce que ça t'a foutu? Et là, il dit pratiquement, bon, on s'en fout, hein. De toute façon, la vie a aucun sens, alors condamner un univers, qu'est-ce que ça a de grave? Va te faire foutre. Juste, va te faire foutre. Et le pire, c'est que le film a vraiment un message comme ça. C'est genre, juste, oui, la vie n'a aucun sens, mais il faut juste la vivre parce que on n'en a qu'une, une connerie dans le genre, enfin voilà. Hum, et le reste des personnages, c'est tout aussi catastrophique. Cassie, on essaie de la mettre sur le devant de la scène en faisant une héroïne. Moi, je vois juste l'ado, la connasse, l'ado là, qui en gros vole la vedette, essaie de voler la vedette à son père parce qu'elle est beaucoup plus compétente que lui, mais qui en fin de compte est juste insupportable. Je veux dire, je m'attachais quand même plus à la Cassie dans Avengers Endgame qui dure 30 secondes que à cette Cassie là de tout le film. Franchement, pourquoi ils ont pas gardé la Cassie de Avengers Endgame en plus, la seule scène où on la voit, c'est une scène d'émotion, mais elle joue bien dans cette scène d'émotion. En plus, ça crée totalement une incohérence vu que la Cassie dans Avengers Endgame, elle doit avoir la vingtaine, celle dans le film, elle a genre 17 ans et elle est. Oh là là, parce qu'elle est insupportable. Parce qu'elle est insupportable, c'est pas possible. Hope, oui, oui, elle est cool, mais en soi, elle sert à rien. Pareil, il est totalement inexistant. Et Jeannette, oh là là. Alors, on avait Bill Murray, cool, cool, qui en gros il fait genre alliance avec Hope, Hank et Jeannette. Alors tu grilles à 300 degrés
qui va les trahir, hein, ça c'est juste totalement évident. Mais c'est Bill Murray, donc cool. Et puis là, tu comprends que comme Jeannette, elle s'emmerdait, elle a couché avec Bill Murray. Et c'est même pas moi qui ai l'esprit déplacé, c'est que genre Hank, après, lui pose des questions, et devant sa fille et son mari, Jeannette n'est même pas gênée, et dit, oui, bah écoute, pendant tout ce temps où j'étais enfermée, bah j'ai eu des besoins, donc ok. Au revoir, maman. On te laisse dans le royaume quantique à nouveau. Non mais vraiment, c'est ultra glauque. Et bon, on va... Et évidemment, Modoc. Alors, résumer toute la nullité du film à ce personnage, je trouve ça injuste, vu que pratiquement tous les personnages servent à résumer la nullité. C'est déjà son animation, elle est juste monstrueuse. Je veux dire, je veux bien que le royaume quantique déforme les trucs, mais c'est pas une excuse. Mais c'est pas une excuse pour faire de la merde. En fait, l'argument du royaume quantique qui déforme le visage, c'était juste pour pas avoir à payer une équipe technique et pour permettre à une intelligence artificielle de merde de faire le truc. Mais vraiment, la tête de Yellow Jacket dans ce truc, mais c'était... Mais c'est vraiment, on aurait dit le montage d'un jeu vidéo PS2 qui était même pas finalisé. Oh, c'était genre, il est euh, il est insupportable. Bon, déjà, c'est sans doute le méchant le plus manichéen de tout le MCU et il était vraiment pas particulièrement intéressant. Donc on se passait de le revoir. Mais puisqu'on le revoit, et bah qu'il soit, et bah comment on fasse quelque chose de bien avec. J'avoue que quand je l'ai revu, j'étais ah ouais, ah bah pourquoi pas en vrai. C'est la pute de Kang, voilà. Et pendant tout le film, ça reste un connard, hein. Et notamment, il essaie plein de fois de tuer Cassie qui est une gosse. Mais là, Cassie lui pète la gueule et lui dit, t'as encore une chance de devenir un héros. Alors, et je ne déconne pas, MODOK arrête Kang et se sacrifie héroïquement. Alors, vous avez le méchant le plus manichéen du MCU. Un méchant qui a tenté de tuer une enfant, les mecs. Pendant tout le film, vous montrez qu'il n'a pas du tout changé, hein, que c'est toujours autant un connard qu'avant, et que surtout, évidemment, Scott et Cassie sont les dernières personnes qu'il aurait envie d'aider. Mais Cassie, qu'il a tenté de tuer durant tout le film, lui dit tu peux encore devenir gentil, et du coup il se sacrifie. Mais, vous auriez pu, je sais pas, j'en faire faire pendant tout le film, comme tu vois à quel point Kang le traite mal, t'aurais pu faire il se rebelle contre lui parce qu'il espère pouvoir le remplacer. C'est juste pour sa gueule. C'est vraiment Transformers 3 a mieux fait ça que vous. C'est grave à ce point. Donc déjà, on a la rédemption, mais la plus claquée du MCU. Et le pire, c'est que sa mort, bon déjà évidemment, elle est pas du tout émouvante. Mais même eux, en plus, ils le savaient, vu qu'ils en ont fait un gag, avec genre Modok qui dit ah, ça y est, je suis un Avenger maintenant. Et Scott Genie qui dit ouais, ouais, t'es un Avenger. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que maintenant, apparemment, il suffit d'être un super-héros pour devenir un Avenger. Je savais pas. Donc, c'est juste désespérant. En plus, qu'est-ce qui s'en fout, Modok, d'être un héros? Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Il en a strictement rien à foutre d'avoir une bonne réputation. Surtout auprès de Scott, le mec dont il veut se faire la peau depuis le début. Et les rebelles, on va pas en parler. T'as l'animation en CGI dégueulasse, un mélange entre, je sais pas, entre un poulpe et une expérience du Grand Schtroumpf et une potion faite par le Grand Schtroumpf qui tourne mal, qui est le comic relief de service insupportable. T'as t'as le noir, voilà. Et t'as genre le chef, une guerrière, qui est détestable parce que pendant tout le film elle est très désagréable avec Scott et Cassie
et t'as vraiment l'impression qu'elle va les tuer, mais t'es quand même censé t'attacher à elle parce qu'elle dirige les rebelles. Non. Juste, je m'en fous, hein. Quand elle s'était fait capturer et qu'on pensait qu'elle allait mourir, moi je me disais, au moins un personnage chiant en moins, hein. Et les effets spéciaux, oh là là. C'est quand même un exploit que des effets spéciaux d'un film vieillissent mal dès l'année de sa sortie. Comme quoi les intelligences artificielles, preuve ultime que c'est de la merde. Et mais il y avait un truc qui avait failli me réconcilier avec le film. Pendant un moment, tu penses que Scott va se sacrifier. Et t'es en mode, oh, mais oui, putain, mais oui. Et moi, vraiment, j'étais là, j'étais sur mon siège complètement désespéré. Et là, attends, ils vont oser. Non, ils ont pas les couilles. Attends, mais oui. Et en fait, ça aurait été une bonne chose. Scott redeviendrait vraiment un héros. Genre, là, il se sacrifierait pour permettre aux autres de revenir dans le monde normal. Et on aurait pu montrer ensuite, genre, Kang qui le tue. Et dans une scène post-générique, on aurait trouvé Kang qui trouve un autre moyen de quitter le royaume quantique. Comme ça, de cette façon, Scott serait vraiment mort en héros, il aurait eu une mort impactante, ça aurait vraiment donné une conclusion à la trilogie Ant-Man, et ça aurait permis à Kang de devenir vraiment un méchant badass en tuant un super-héros. Parce que c'est sûr que c'est tout sauf badass quand la seule personne que tu peux bolos c'est Yellow Jacket. Mais évidemment, il s'en est sorti. Oh brother. Donc voilà, c'est juste désespérant. De ce que j'en ai vu, vraiment, je ne regrette absolument pas qu'on n'ait pas, qu'on ne revoie plus Kang. Ça montre que à force de vouloir à tout prix nous faire un nouveau Thanos, vous faites de la merde. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligés, les gars, de nous faire un nouveau Thanos, hein. Vous pouvez continuer à faire des méchants qui sont dans leur coin et qui occasionnellement prendront plus d'importance par la suite. Mais bon voilà, j'y ai passé beaucoup trop de temps, mais vraiment c'était juste... Oh putain. Numéro 4, Dans leur ombre. Vous n'en avez sûrement pas du tout entendu parler, petit vénard que vous êtes. C'est un film Netflix. Ça se passe en Angleterre, je crois. Et l'histoire, en gros, c'est une mère noire qui, pour mieux s'intégrer au sein de la société anglaise, renie le fait qu'elle soit noire. Alors, rien que ça, c'est un énorme problème, parce que déjà, j'ai envie de dire, la meuf, elle a la peau tellement claire, à ce stade, elle est plus métisse, elle est carrément blanche. Non mais vraiment, je veux dire, non mais vraiment, je veux dire, je la croiserais dans la rue, pas une seconde, je me dirais qu'elle soit noire ou même qu'elle ait la peau foncée. Donc déjà, très mauvais départ. Et ensuite, j'ai envie de dire, ça veut dire quoi renier sa nature noire pour faire partie de la société anglaise? Ça veut dire qu'une noire ne veut pas être en soi une personne civilisée? Non mais je sais que je fais mon cheur qui voit des problèmes là où il n'y en a pas. Mais c'est vraiment ça. C'est en gros, elle renie vraiment qui il est pour faire son anglaise. Alors que voilà, en soi, pendant le film, tu vois pas du tout en quoi elle se force. Elle se force pas à avoir un accent bien british ou quoi. C'est, je sais pas, juste, on inclut une histoire de minorité, ça nous fait passer pour des génies. Et ensuite, et le reste du film, et les acteurs. Mais les acteurs, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu des acteurs aussi mal joués. Ça relève quand même de l'exploit. Leur jeu tout à tous est absolument claqué. C'est genre lamentable. Les émotions qui jouent. How dare you to do that? How dare you? How dare you? C'était juste moi, j'étais passé en mode quoi? Puis finalement, je me mettais à éclater de rire, tellement c'était absurde. J'avais vraiment l'impression que c'était des extraterrestres qui essayaient de prendre des cours de théâtre. Ensuite, l'histoire n'a aucun sens. Je veux dire, on te met en place un grand mystère sur qui sont ces deux inconnus et pourquoi la mer et pourquoi leur présence perturbe autant la mer. Quel secret cache-t-elle? Le secret, il est totalement prévisible, mais c'est censé être un twist.
Et, euh, et le pire, c'est à quel point le film me force. Il essaie de te mettre dans une ambiance flippante, une ambiance où tu vois que quelque chose va mal, qu'il y a un problème. Mais c'est tellement forcé, je veux dire, ça n'a aucun sens. C'est les personnages, ils se mettent à flipper à des moments où ils ont aucune raison de flipper. Je veux dire, la mère, je veux dire, on en est quand même à un stade où la mère, elle voit un type, et là, elle démarre sa voiture, et il est... Oh, j'ai peur, il va me tuer. Et nous, les spectateurs, on rit juste parce que c'est tellement mal joué, c'est tellement forcé, il y a tellement la musique que tu te dis pas, mais attends, mais qu'est-ce qu'il lui a fait cet homme? Tu te dis juste, pourquoi il s'enfuit comme une conne, cette folle? Je veux dire, un mec a bien le droit de croiser son regard. C'est pourri du début jusqu'à la fin. C'était. Mais au moins voilà, c'est un nanar, mais au moins c'est risible. Malheureusement, les trois derniers films, eux, ne sont pas drôles du tout, alors qu'ils devraient l'être. Numéro 3, 10 jours encore sans maman, qui est la suite de 10 jours sans maman, qui était un film sympa. Évidemment, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était sympa. On arrivait à rire, Franck Dubosc jouait bien. Voilà, c'était un film agréable à regarder. Celui-là, oh putain. Ça se passe à la montagne. En fait, c'est la même situation qu'au début du film, mais genre ça se passe à la montagne. Mais le pire, c'est que t'as l'impression que Franck Dubosc, qui s'est habitué à son rôle de père de famille, donc il a progressé par rapport au premier film, mais en fait pas du tout. Donc en gros, c'est vraiment, ils nous refont exactement la même histoire que le premier, mais cette fois à la montagne. Et Franck Dubosc perd totalement l'évolution de son personnage. Et les enfants, à eux seuls, ils m'ont fait détester le film parce qu'ils sont juste détestables, sont vraiment des petits merdeux qui emmerdent leur père, qui le traitent comme de la merde. Je veux dire, quand je veux dire, ils l'exploitent, ils s'arrangent pour leur faire porter tout leur bagage, ils lui désobéissent tout le temps, ils font de la merde, mais c'est pas possible. Et ils ont genre aucune compassion, c'est vraiment, ils le détestent. Je veux dire, quand il se casse la gueule et se fait très mal, ils font arrête papa, relève-toi, c'est trop la honte. C'est vraiment des connards. Mais le pire, c'est qu'on les montre vraiment pas comme tels. On les montre vraiment pas comme les petits cons insupportables à qui t'as envie, à qui tu dois avoir envie de foutre des claques. Voilà, c'est genre les enfants normaux. Et ce dont on doit rire, c'est que Franck Dubosc est maladroit avec eux. C'est pas que ce sont des petites raclures qu'on hait. Je veux dire, même le gamin de 5 ans qui est censé être adorable, même lui, j'avais envie de lui mettre des tartes. Et puis, ce qu'ils font avec les enfants, c'est genre, oh putain, t'as littéralement un running gag sur le gamin de 5 ans qui se chie dessus. Et t'as Franck Dubosc qui le rassure en lui disant qu'on se chie tous dessus de temps en temps. Et du coup, t'as la moniteur de ski sexy qui trouve Franck Dubosc chelou. Et on te montre ça comme un quiproquo, mais oui, c'est chelou. Je veux dire, dans quel autre contexte tu peux dire que ça nous arrive tous de nous chier dessus? Et on te crée vraiment un running gag insupportable qui se répète sur le fait que le gamin chie, mais c'est... Oh, mais... Putain, mais même un bébé, mais même un bébé sous coke, après avoir regardé 50 épisodes des Anges de la télé-réalité, il trouvera que c'est complètement débile. Et aussi, t'as la fille, une connasse, qui, genre, sort avec un mec, mais ça l'emmerde parce qu'en fait, elle se rend compte que le mec, il a une petite amie. Et comment ça se termine? Ils sont en couple quand même. Alors, euh, de la part d'un film aussi con, je sais qu'il faut pas essayer de tirer le message, mais là c'est quand même une glorification de l'infidélité. C'est-à-dire, le problème, c'est pas que le mec, il ait une petite amie et qu'il roule quand même des pelles à une autre meuf, c'est qu'il soit trop coincé pour rouler quand même des pelles à une meuf alors qu'il a une petite amie. Ta gueule en fait, mais juste ferme ta gueule. Et Franck Dubosc, mais ces gags, je ne rigole pas. C'est pendant 1h30.
juste lui qui se casse la gueule. Mais je ne plaisante pas, c'est juste lui qui galère à absolument faire tout. Il n'arrive pas à se détacher du télésiège, il sait pas skier, il tombe à cause, il tombe, et juste il se casse la gueule. Et c'est même pas filmé de façon amusante, cartoonesque, pour au moins rendre ça divertissant. Non, c'est genre, t'as vraiment l'impression de voir juste un mec de la vraie vie qui se casse la gueule. Et je sais pas vous, mais vu que ça nous paraît mine de rien très réaliste, bah finalement, si on rit de ça, ce serait comme si on riait en fait d'un mec qui se cassait vraiment la gueule. Parce que voilà, c'est même pas un truc cartoonesque ou qui va tellement loin que tu sais que c'est absurde. C'est genre vraiment, juste il tombe, il se fait mal, et t'as vraiment l'impression de voir un mec qui galère au ski, et c'est censé te faire rire. Et c'est ça pendant 1h30. Juste, il sait pas skier, du coup il se casse la gueule. Et après, c'est juste, bon évidemment on a le sous-scénario claqué avec en gros le fermier qui veut pas qu'on détruise sa propriété. Message progressiste en connexion à la nature, totalement hypocrite. Et le pire c'est qu'à la fin les enfants qui sont des merdes du début jusqu'à la fin, ils n'apprennent rien. Ils s'excusent même pas auprès de leur père d'être des enflures pareilles et de penser qu'à leur cul. C'est c'est exaspérant, ces gens. Je me dis, pourquoi on continue à faire des films comme ça? C'est pas drôle une seconde. Les acteurs sont tous mauvais. Le pauvre Franck Dubosc, vraiment, même s'il aime jouer les rôles lamentables, vraiment, il mérite pas d'être ici. Hum. Et en plus, non seulement c'est filles, et en plus, bah, d'un côté, et même c'est complètement débile, ça envoie quand même des messages malsains. Et, euh, et j'ai envie de dire, j'espère que les mecs qui ont fait ce film l'ont quand même pas fait dans une intention artistique, l'œuvre de leur vie, parce que sinon, bon bah, vous pouvez tomber en dépression, les mecs, hein. Et pareil pour l'argent, parce que dans tous les cas, ces films, ça floppe à chaque fois. Donc, pourquoi on continue à sortir ces merdes? Pourquoi? Et ce même raisonnement s'applique au film juste après. Numéro 2. Les blagues de Toto 2. J'ai vu le premier Les blagues de Toto. C'était complètement à chier. Et quand je suis allé voir Les blagues de Toto 2, je savais que ça allait être de la merde, mais je voulais savoir si ils étaient capables de faire encore pire que le premier. Ils ont réussi. Ils ont réussi à faire un film encore plus mauvais que le premier Les blagues de Toto. Waouh! Donc c'est... Ils vont à la campagne et et les gags, ils sont mes gens insupportables. Déjà, Toto dans le premier film n'a rien d'attachant. Toto en général n'est pas attachant. Ils essaient de faire comme faire un film sur lui, c'est déjà complètement con parce que c'est même pas un personnage en soi, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte à faire des blagues. C'est juste un truc genre c'est juste un truc genre tic et tac ou Monsieur Machin et aller faire ça. C'est pas du tout un personnage. Et ils essaient d'en faire genre un Ducobu, c'est-à-dire un élève qui travaille pas à l'école et qui fait sans cesse des blagues, mais qui malgré tout est intelligent. Sauf que Ducobu, il est vraiment intelligent, il est courageux parce qu'il emmerde autant les profs, autant voire plus les profs sévères comme Latouche que les profs plus gentils comme Mademoiselle Rateau. Et, et surtout lui, il est gentil, il est gentil, il vient en aide à ses camarades, il a une vraie façon de penser, sa cancrerie est quelque chose de sincère. Toto, lui, bah voilà, c'est juste un branleur, juste un petit con qui fait des conneries, et, qui emmerde absolument tout le monde. Et c'est juste un gosse exécrable. Je veux dire, pourquoi est-ce que t'as à encourager ton fils à être un connard attardé qui ne fait rien de sa vie et dont les passe-temps c'est faire des mauvaises blagues à tout le monde qui se terminent tout le temps par le pauvre type qui se casse la gueule.
Et dans ce film, c'est encore pire. Parce que déjà, non, dès qu'il parle, même si ses blagues ne feraient pas rire un enfant sous coke après avoir vu, un bébé sous coke après avoir vu des épisodes des Anges de la télé-réalité, il suffit qu'il ouvre la bouche, les autres élèves rient, et du coup on est censé rire. Et aussi, c'est censé être drôle, c'est que ils sont dans la nature. Et les fermiers leur parlent de leur connexion avec la nature, leur rapport. Voilà, ça, et ça, honnêtement, voilà, ça j'aime beaucoup. Ça, pour moi, c'est la vraie écologie. C'est aimer la nature, aimer les animaux, les respecter tous sincèrement. Et Toto trouve ça ridicule. Et c'est censé être drôle. Non mais là c'est même pas ils se foutent de la gueule des écolos hystériques comme ils auraient justement dû le faire dans Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Non, là ils se moquent de l'écologie et de l'amour pour la nature en général. Je veux dire, c'est comme si dans Star Wars, Luke avait expliqué à Yoda à quel point c'était débile de sa part de penser que la force était présente même dans les choses les plus insignifiantes de la nature. Et aussi, le reste de ses blagues, c'est euh, il casse la gueule de la prof de sport qui est grosse. Alors, et c'est vraiment, et c'est vraiment juste de l'acharnement, c'est juste de la méchanceté, c'est juste de la méchanceté pure et dure. En plus, c'est que sur sa prof de sport, hein. Sa maîtresse, il lui fout vraiment la paix. Mais sa prof de sport, qui en plus techniquement qui en plus s'est même pas montrée comme une connasse, hein, juste une prof qui ne le supporte pas, parce qu'aucun être humain normal ne pourrait supporter un petit con pareil, mais il lui pourrit la vie, il s'amuse notamment à la forcer à se donner des coups, à finir genre, je crois, en slip à un moment, bah, l'humilier. C'est juste minable, c'est quoi cette enflure de mes deux? Euh, c'est euh, c'est pas une rébellion contre l'autorité, c'est juste être un petit connard qui s'acharne sur une personne qui lui a rien fait. Mais évidemment, au milieu de film, comme le film doit quand même dissimuler un peu son anti-écologisme, d'un coup, Toto devient un amoureux de la nature et il aide les autres à reprendre courage pour aider la ferme. Non, non, juste non. Et les parents de Toto, alors évidemment, même si ils seraient pas censés être dans le film, vu que c'est des vacances, et évidemment, comme c'est Guillaume de Tonquédec et Anne-Marie Vin, bah évidemment, ils volent la vedette à Toto, donc en gros, ils l'espionnent, ils font tout un truc chiant ils l'observent parce qu'ils créent des gags pourris. Et notamment, à un moment, ils rencontrent Valérie Carcenti. Et normalement, tu vois, ils ont l'interdiction, d'être ici. Et donc, Guillaume de Tonquédec, donc le père de Toto, invente voilà, la première excuse qui lui vient, c'est en gros, c'est un riche entrepreneur, et la mère de Toto, c'est sa secrétaire. Voilà. Et là, la mère de Toto, elle fait la gueule, et après, elle engueule le père de Toto, et elle lui dit, attends, pourquoi c'est moi la secrétaire directement? C'est quoi ces pensées patriarcales? Et c'est même pas censé être un gag. C'est vraiment censé. Ah, mais c'est vrai en fait. On est censé se tourner vers le père de Toto et se dire: Eh oh le boomer, ça va 5 minutes? Mais juste connasse! Mais t'es complète. Mais t'es aussi conne que chiante! Il cherchait, il s'inventait un métier en bidon juste pour justifier leur présence illégale sur les lieux. Il a pris un métier au pif, ça aurait été pareil. C'est genre, je sais pas, l'instant progressiste, pseudo-féministe qui ne sert à rien, complètement débile. Et le seul personnage que je supportais, c'était Valérie Carcenti. Valérie Carcenti, c'était la seule qui faisait un effort, parce qu'elle jouait vraiment bien le rôle de la mère psychopathe enragée. Et notamment à un moment, elle dit à Toto que la prochaine fois qu'il l'emmerde, elle va le tuer. Et c'est censé être une folle. Mais moi, j'étais en mode: Oh, mais oui, mais oui, mais fais-le, mais fais-le. Oui, c'est à ce point. Comme quoi, il n'y a pas que Game of Thrones et The Walking Dead qui pour me donner envie de voir un enfant mourir.
Et enfin, le numéro un. Le pire film de l'année 2023, eh bien, c'est Barbie. Alors, objectivement, il aurait peut-être dû être en numéro 4. Parce que c'est vrai que techniquement, les trois autres sont quand même des films encore plus mauvais sur le plan technique, sur le plan de l'acting, de l'histoire. Mais le truc, c'est que au moins ces trois films, dans leur ombre, Les Blagues de Toto 2 et 10 jours encore sans maman, sont des films qui se font oublier. C'est genre, ils ont aucun succès, et comme les bouses, bah, ils finissent à la... Et comme toutes les bouses, bah, ils finissent à la poubelle, tout simplement. Et on les oublie. Sauf que Barbie, c'est une bouse, mais ça a eu un succès énorme. C'est le film de 2023 qui a le plus rapporté. Alors, je vais pas trop m'attarder là-dessus pour deux raisons. Déjà, j'ai fait toute une vidéo pour dire ce qui ne va pas chez Barbie, même si honnêtement, je pourrais en faire, créer toute une chaîne secondaire avec avec que des vidéos consacrées à ce qui va pas dans ce film, et que je sais que si je me lance vraiment, je suis vraiment capable de faire une analyse d'au moins 1 heure pour vous dire à quel point ce film est catastrophique. Donc bah, je vais la faire courte. Je vais la faire courte encore une fois. C'est ils encouragent la guerre, ils encouragent la guerre des sexes. C'est la suprématie d'un sexe sur l'autre. C'est pas grave quand c'est pour une femme. Et tous les hommes sont des connards, sauf Adam qui est la tafiole du groupe. Les décors sont totalement pourris. Et l'excuse que ce soit artificiel n'excuse rien. Je veux dire, Matrix, qui est sorti 20 ans avant, avait aussi un environnement qui était volontairement faux, sauf qu'ils ont quand même eu une créativité visuelle énorme. Les plans sont beaucoup plus kiffants, alors qu'en plus, Matrix, c'est un film avec des couleurs beaucoup plus sombres, beaucoup plus pluvieuses, beaucoup plus déprimantes. Tandis que Barbie est censé être coloré, et bah, moi, je ressentais quand même plus d'énergie, de vitalité dans les décors de Matrix que dans Barbie. Intrigues qui sont totalement oubliées en cours de route, genre la rivalité entre Ken Gosling et Ken, joué par l'acteur de Shang-Chi, ça disparaît. Hum, Personnage détestable, que ce soit Barbie qui... C'est pas une enfant qui découvre le vrai monde, c'est vraiment une connasse qui traite Ken comme de la merde. Et quand genre le système patriarcal se met en place, vraiment j'ai juste envie de dire, bien fait pour ta gueule, bah ça t'apprendra. Parce que le pire, c'est que là, les meufs, elles se mettent à chialer, c'est genre, tu commences à te dire, mais attends, mais Barbie Land, ça devient un monde horrible quand les Ken ils montrent leur domination et que les Barbie n'y jouent plus aucun rôle important. C'était exactement ça en début de film. Et en fin de film, qu'est-ce que ça devient? C'est exactement la même chose. C'est vraiment Barbie Land redevient exactement comme il était au début. Et c'est même pas une fin ironique en mode épisode de South Park pour Rick et Morty où finalement les personnages n'apprennent rien. Non, c'est vraiment une bonne fin pour nous montrer que, bah oui, il n'y a pas de problème en fait avec le matriarcat. Vu que le patriarcat, ça se limite à boire de la bière et faire du cheval qui est une activité réservée aux mecs, je suppose. Bah, vu que le patriarcat c'est horrible, bah dans ce cas-là, c'est pas du tout grave de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Connard. Juste connard. C'est une merde absolue. Les blagues sont genre, mais juste pourries. La plupart en plus, c'est des blagues sexuelles avec genre Marmie qui dit je n'ai pas d'appareil génital. Alors, je pensais pas que j'aurais besoin d'expliquer pourquoi une blague qui se réfère au cul ne marche pas. Parce que normalement, ces blagues sont à un niveau de QI tellement élevé, tellement bas, que j'ai même pas besoin de montrer en quel point elles n'ont aucun sens. Mais genre, tu vis dans un monde où les appareils génitaux n'existent pas. Donc comment tu peux savoir ce que c'est un appareil génital déjà?
Je veux dire, encore une fois, la vidéo de Si Barbie était vivante de Andy qui est sortie il y a 10 ans, l'avait mieux faite avec justement un mec qui essaie de coucher avec Barbie, mais qui voit qu'elle a pas de vagin et qu'elle comprend pas du tout ce qui pose problème. C'est pas du tout subtil, mais au moins c'est un gag qui marche. C'est vraiment Andy, dans une de ses premières vidéos qui dure 5 minutes, elle a beaucoup mieux exploité le potentiel comique de la poupée qui est Barbie que Barbie dans tout le film, et même la fin, je viens voir ma gynécologue. Alors d'un côté, soit c'est toujours juste une blague, encore une fois, qui fait référence à la sexualité. Donc bon bah voilà, niveau de blague digne d'un ado qui rit que quand on lui dit vagin bite sein. Hum, ou alors c'est que c'est féministe de regarder qu'une femme regarde l'appareil génital d'une autre, je ne sais pas. Donc voilà, encore une fois, je vais pas m'attarder plus que ça sur ce film parce que vraiment je pourrais à nouveau en parler pendant 1 heure. Mais juste une chose, je me suis rendu compte d'un truc, c'est la scène d'ouverture. Je ne comprenais pas du tout son sens de petites filles qui massacrent leurs poupées, et leurs poupées qui sont vraiment humanisées, genre elles sont pratiquement aussi vivantes que les jouets dans Toy Story, pour accueillir Barbie qui est présentée sous la forme d'un monstre colossal mangeur de poupées, je sais pas. Et j'ai compris. En gros, c'est une métaphore de l'avortement, une glorification. C'est le fait que les filles, et c'est le fait que les filles, elles tuent, euh, elles tuent leurs poupées parce que leurs poupées c'était vraiment montré comme des bébés, donc elles tuent leurs poupées pour leurs bébés pour à la place adopter une salope, une super salope. Donc en gros, c'est une glorification de message avorté et devenez une super salope. J'aimerais leur dire d'aller se faire foutre, mais comme ça les arrangerait, bah non. Donc c'est juste désespérant qu'un film aussi médiocre, aussi malsain, aussi fainéant et vraiment aussi dangereux dans son message ait autant de succès. C'est. 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 Si on avait commencé l'année, si on s'arrêtait là pour les films sortis cette année, je me dirais que le cinéma va mal. Mais heureusement, mais heureusement, cette année, il y a eu plus de bons films que de mauvais films. Et c'est ce qu'on verra très bien, et c'est ce qu'on verra très bientôt dans mon top 10 des meilleurs films de 2023. Donc d'ici là, prenez bien soin de vous. Encore une fois, bonne année à tous. Je vous rappelle vraiment que ce n'est que mon avis. N'hésitez pas à me donner votre propre top dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma liste. À la contredire si vous le voulez, mais toujours respectueusement. Donc voilà, bonne année, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!